Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue. Si vous nous rejoignez ce soir, je poursuis pour vous la lecture de l'ivresse de la métamorphose de l'auteur autrichien Stefan Zweig, un roman non plus publié d'ailleurs de son vivant. Alors Stefan Zweig était un auteur, comme je viens de le dire, autrichien du 19e siècle, qui est mort dans les années 40. C'était un écrivain, un romancier, un biographe, un dramaturge, un essayiste, un novelliste. Il est d'ailleurs connu, plus particulièrement pour avoir écrit des œuvres comme 24 heures dans la vie d'une femme ou encore La confusion des sentiments. C'était un grand ami de Sigmund Freud. Il finira par se suicider en 1942 au Brésil en faisant une overdose de barbiturique. Il aura pourtant connu une enfance plutôt heureuse, bourgeoise et conformiste à Vienne. Et il commencera donc à écrire très jeune, dans sa vingtaine, avant donc de parcourir l'Europe. Alors cette œuvre, qui est publiée d'ailleurs à titre posthume, se déroule dans l'Autriche de l'entre-deux-guerres. La première partie, vous allez voir, est centrée sur le personnage de Christine, qui témoigne des réalités de l'après-Première Guerre mondiale, qui se veut être évidemment une satire. La deuxième partie, par la bouche du personnage de Ferdinand, est plus dure, plus virulente, face à ce continent qui s'enfonce toujours un peu plus dans la barbarie. On sent d'ailleurs que l'humanisme de Stefan Zweig est ici profondément ébranlé par les modifications de la société et la montée du fascisme. Alors dans le roman, vous allez voir, il dépeint le contraste entre la vie luxueuse d'une certaine élite et le désarroi, la pauvreté du petit peuple, entre guillemets. Il analyse les sentiments et la complexité des rapports humains face à ces injustices. Chaque personnage réclamant sa part de bonheur, sa part de vie volée par les années de guerre ainsi que les humiliations. Il s'agit d'un roman fascinant que l'on vous propose donc tout de suite de poursuivre. Avant cela, n'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est simple, ça s'affiche juste en bas. Il vous suffit tout simplement de taper hashtag VBN pour leur place à la lecture. Très belle nuit sur C8. Appuyée dans le coin du compartiment de bois, morte de fatigue, elle roule toute une soirée par un ciel couvert. Le paysage est lugubre derrière les vitres ruisselantes de pluie, au début des petits villages qui défilent encore, indistincts dans la pénombre. Indistincts dans la pénombre comme des animaux apeurés en fuite, puis tout s'enfonce, aveugle et vide, dans le brouillard. Personne ne partage son compartiment de 3e classe. Elle peut aussi s'étendre sur la banquette de bois et sentir maintenant vraiment l'intense degré de son épuisement. Elle essaie de réfléchir, mais le bruit monotone des roues interdit toute pensée cohérente. Le bandeau du sommeil étreint de plus en plus son front douloureux, un sommeil de chemin de fer, lourd, engourdissant, dans lequel on est ficelé comme dans un sac de charbon secoué dans un bruit métallique. Sous le corps emporté, inerte, les roues tournent bruyantes, rapides, comme des êtres pourchassés. Sur sa tête renversée, le temps s'écoule, muet, insaisissable, sans limite. Dans sa fatigue, elle s'abandonne tellement à ce flot noir qu'elle se réveille en sursaut, effrayée. Quand, au matin, la portière s'ouvre brusquement et qu'un homme, large d'épaules, moustachu, se dresse sévère devant elle. Il lui faut un moment pour reprendre ses esprits, engourdi et comprendre que cet homme en uniforme ne lui veut pas de mal. Il ne veut ni l'arrêter, ni l'emmener, mais simplement contrôler le passeport qu'elle tire de son sac avec des doigts raidis de froid. Le fonctionnaire examine une seconde la photo et la compare à son visage inquiet. Elle tremble de tout son corps, la peur venue du temps de guerre peur absurde et cependant indéracinable d'un manquement quelconque à une des 100 000 ordonnances, tressaille toujours dans ses nerfs. On était toujours coupable au regard de quelques lois, mais aimablement, portant négligemment la main à son képi, le gendarme lui rend son passeport et ferme la porte plus doucement qu'il ne l'avait ouverte. Christine pourrait s'allonger de nouveau, mais la peur a chassé le sommeil de ses paupières.
Curieuse, elle va à la fenêtre pour regarder au dehors. Et quelle stupéfaction! Car derrière les vitres, glacées, là où auparavant le sommeil ne mesure pas le temps, l'horizon du pays plat se fondait comme une vague de glaise, gris, dans le brouillard, des montagnes, masses rocheuses, puissantes, ont surgi du sol. Pourquoi? Comment? Elle ne comprend pas. Des formes gigantesques jamais vues, écrasantes. Elle est étourdie de surprise. Son regard effrayé découvre pour la première fois l'inimaginable majesté des Alpes. À ce moment, à l'est, un premier rayon de soleil pénètre par la trouée du col et se brise en millions de reflets sur les glaciers des plus hauts sommets. Une lumière pure d'un blanc si aigu qu'elle aveugle. Elle doit un moment fermer les paupières, mais cette douleur lui a justement rendu sa vivacité, voir de plus près cette merveille. Une secousse, un tintement, la fenêtre est ouverte, l'air s'engouffre entre ses lèvres surprises, un air nouveau glacé, vif, à la senteur âpre de la neige. Jamais elle n'a respiré ainsi à plein poumon un air aussi pur. Dans sa joie, elle ouvre inconsciemment les bras pour accueillir profondément en soi cette première bouffée inespérée, enivrante. Elle sent déjà sa poitrine se gonfler, et quel bonheur! Du souffle glacé monter en elle une chaleur délicieuse, par toutes ses veines. Ce n'est que maintenant, stimulée par le froid, qu'elle peut vraiment regarder à droite, à gauche, une chose après l'autre. Elle observe d'un œil nouveau, de plus en plus ravie, chacune des pentes de granit depuis la basse jusqu'à la crête glacée supérieure, découvrant à chaque endroit de nouvelles splendeurs, ici une chute d'eau, cabriole blanche, se précipitant, tête la première dans la vallée, là, blottis comme des nids d'oiseaux, dans les creux rocheux, de mignons chalets aux toits lestés de pierre. Là, un aigle planant fièrement, au-dessus du plus haut sommet, surplombant le tout, cette onde bleue, pure, divine, impossible à imaginer, d'une telle intensité vivifiante, exaltante, échappée d'un monde étouffant, elle ne cesse de fixer ce miracle incroyable, ces tours de pierre jaillies en une nuit de son sommeil. Depuis des milliers d'années, il devait se dresser ici, ces gigantesques châteaux granitiques, œuvres de Dieu. Ils attendront probablement encore ici des millions, des myriades d'années inébranlables, chacun à la même place, et elle-même, sans le hasard de ce voyage, aurait pu mourir, pourrir, être réduite de cendres, ne jamais soupçonner leur magnifique existence. On est passé à côté de tout, on n'a jamais rien vu. À peine souhaité de voir, on a végété bêtement dans l'espace le plus restreint, à peine plus large que la main tendue, à peine plus long qu'un bond de vos pieds. Et à une nuit, à un jour de distance, commence l'immensité la plus variée. Soudain, pour la première fois, la conscience de tout ce qu'elle a manqué pénètre son esprit jusqu'alors indifférent. Sans désir, pour la première fois son être au contact de la grandeur, découvre la force bouleversante du voyage qui d'un seul coup arrache du corps la dure croûte de l'habitude, en rejette l'essence nue, fertile dans le flot de la métamorphose. Ému, passionné, curieux, pressant sa joue brûlante contre le montant de la fenêtre, c'est un être nouveau qui se tient maintenant à cet instant décisif, devant le paysage. Plus une pensée ne se tourne en arrière, oublier la mer, la poste, le village, oublier la carte tendrement dessinée dans son sac à main qui pouvait lui nommer chaque sommet et chaque torrent qui se précipite d'un trait dans la vallée, oublier le propre mois d'hier, puiser maintenant jusqu'à la dernière goutte, saisir toute la nouveauté dans sa splendeur, s'approprier chacune des images du panorama qui défile devant elle, et en même temps, les lèvres entr'ouvertes, boire sans cesse cet air glacé, violent, âpre comme le genièvre, cet air de montagne qui fait battre plus fort le cœur et rend plus vives les couleurs. Pendant les 4 heures du voyage, Christine ne quitte pas un instant le coin de la fenêtre, tellement subjuguée par la vue qu'elle oublie le temps et sursaute quand la machine s'arrête, et que, avec l'accent du pays certes mais sans aucun doute possible, le contrôleur crie le nom de la localité, but de son voyage, Jésus, Marie. D'un brusque effort, elle s'arrache à son extase. Elle est déjà arrivée et n'a pensé à rien, ni comment elle saluera sa tante, ni ce qu'il lui faut dire. Rapidement, elle cherche sa valise, son parapluie. Surtout, ne rien oublier, et rejoint vivement les autres voyageurs déjà descendus. Justement,
La double rangée formée comme à la parade, des domestiques, des hôtels aux toques de couleurs variées se disloquent, la chasse aux arrivants commence, la gare résonne d'appels, de noms d'hôtels, de bruyantes salutations. Il n'y a qu'elle dont personne ne s'occupe. De plus en plus inquiète, la gorge nouée, elle regarde, cherche anxieusement, de tous côtés. Mais personne, rien. Tous sont attendus, tous connaissent leur chemin, sauf elle, elle seule. Déjà les voyageurs se pressent autour des voitures, des hôtels qui attendent, rangées, étincelantes, colorées comme une batterie prête à tirer. Déjà le vide se fait sur le quai, et toujours personne, on l'a oublié. La tante n'est pas venue, peut-être déjà partie ou malade, on l'a décommandée et le télégramme est arrivé trop tard. Mon Dieu, pourvu qu'elle ait au moins assez d'argent pour le retour. Mais auparavant, s'armant de ce qui lui reste de courage, elle s'adresse à un portier, dont la toque porte en lettres d'or « Palace Hôtel ». Demande d'une petite voix timide si une famille Van Boulogne habite à l'hôtel. « Bien sûr, répond d'une voix gutturale le Suisse, gaillard solide au front rouge. Et oui, il a la mission d'aller chercher une jeune fille à la gare, qu'elle veuille bien monter en voiture et lui remettre son billet pour retirer ses gros bagages à la consigne. » Christine rougit. C'est seulement alors qu'elle remarque, pour sa confusion, combien la misérable petite valise d'osier, qui pend à son bras, trahit sa pauvreté, tandis que près des autres voitures s'entassent des malles flambant neuves qu'on dirait sorties tout droit du magasin, étincelantes dans leur cuirasse de métal, dominant la foule colorée des mallettes et des sacs en cuir de Russie, en crocodile, en serpent, en chevreau glacé, pompeux étalage. Immédiatement, elle sent la distance qui se révèle manifeste entre elle et ces gens-là. La honte la saisit. Vite inventer quelque chose. Ces autres bagages n'arriveront que plus tard. Bien, alors, on peut partir tout de suite, déclare, Dieu soit loué, sans marquer d'étonnement ou de mépris, la livrée majestueuse et elle ouvre la portière. Si la fierté d'un individu a été atteinte sur un point sensible, la fibre nerveuse, la plus éloignée, vibre à l'unisson, imperceptiblement. Le contact le plus fugitif, la pensée la plus fortuite, renouvelle et multiplie la souffrance éprouvée par la victime de l'affront. Dès ce premier choc, Christine a perdu toute assurance. D'un pied hésitant, elle monte à l'avant de la somptueuse voiture de l'hôtel, mais un mouvement involontaire, de recul quand elle découvre, il fait sombre, à l'intérieur, qu'elle n'y est pas seule. Pas question de repartir. Il lui faut dans la pénombre traverser la voiture avec son odeur douceâtre, de parfum, de cuir, frôler des genoux, replier de mauvais gré, très lâchement, les épaules, comme frileusement rentrées, les yeux baissés, atteindre une place du fond. Dans son embarras, elle murmure rapidement une excuse à chaque genou rencontré, comme si elle voulait, par cette politesse, faire pardonner sa présence. Mais personne ne répond. Ou bien l'examen subi devant 16 regards s'est terminé défavorablement pour elle, ou bien les occupants de la voiture des aristocrates roumains qui parlent un français rude et animé, tout à l'heure en train brillant, n'ont pas remarqué l'ombre discrète de la pauvreté qui s'est nichée, timide, silencieuse, dans le coin extrême de la voiture. Sa valise d'osier appuyée contre son genou, elle n'a pas le courage de la déposer sur une place vide. Elle reste assise, penchée en avant, par crainte d'être observée par ces gens probablement moqueurs, et pas une seule fois pendant tout le voyage, elle n'osera lever les yeux. Elle ne fixe que le sol ou des objets placés sur le côté de la banquette. Déjà, les chaussures de luxe des dames lui rappellent les siennes, si rustiques. Quelle comparaison douloureuse quand elle regarde les jambes féminines, fermes, hautaines, croisées effrontément sous un manteau d'été, d'hermine entr'ouvert et les chaussettes de sport, outrageusement bariolées, des hommes. Déjà ce demi-monde de la richesse lui fait monter aux joues une honte épouvantable. Comment être à la hauteur d'une élégance pareille, aussi insoupçonnée? Chaque regard jeté timidement est la cause d'un nouveau tourment. De biais, en face d'elle, une jeune fille de 17 ans tient sur ses genoux un petit Pékinois qui se vautre en jappant. Sa couverture est bordée de fourrure avec un monogramme brodé et la main fine qui lui gratte le poil a des ongles vernis roses et à son doigt brille déjà un diamant. Même les cannes de golf appuyées dans un coin
ont de dignes manteaux de cuir neuf, polis, couleur crème. Chacun des parapluies, abandonnés négligemment, exhibe une poignée au style recherché, extravagant. D'un geste instinctif, elle dissimule de sa main le sien, en corne terne et bon marché. Si seulement personne ne la regardait, si personne ne remarquait ce qu'elle découvre elle-même pour la première fois. Effrayée, elle se recroqueville de plus en plus. Chaque fois qu'un rire éclate, près d'elle un frisson de peur parcourt son dos courbé. Mais elle n'ose pas lever les yeux pour vérifier si ce rire lui était destiné. Quel soulagement, quand après des minutes pénibles, les roues de la voiture crient sur le gravier de la cour d'entrée de l'hôtel. Une sonnerie stridente, comme la cloche du chemin de fer, fait sortir tout un bataillon de domestiques et de grooms chamarrés qui se précipitent vers la voiture. Derrière eux apparaît, plus digne, sa fonction qui exige la distinction, le chef de réception en jaquette noire, l'arrêt de ses cheveux d'une précision géométrique par la porte ouverte de la voiture. Le Pékinois saute le premier, s'ébrouant, faisant sonner son collier, sans interrompre leur bavardage animé. Les dames relèvent en descendant leur fourrure d'été sur leurs jambes musclées de sportives. Elles laissent derrière elles une vague de parfum presque étourdissante. Maintenant, la correction mondaine devrait commander aux messieurs de s'effacer devant la jeune fille qui s'est levée timidement. Mais ou bien ils ont jugé son origine à sa juste valeur, ou bien ils ne l'ont pas remarquée. Toujours est-il qu'il passe devant elle, sans se retourner, se dirige vers le secrétaire de l'hôtel. Indécise, Christine reste en arrière, à la main la valise d'osier qu'elle déteste maintenant. Il vaut mieux, pense-t-elle, laisser passer les autres devant, cela détourne l'attention. Mais elle hésite trop longtemps, car, comme elle descend difficilement le marchepied sans qu'aucun membre du personnel ne se précipite, l'homme en redingote s'est déjà éloigné, respectueux avec les Roumains, les grooms affairés suivant avec les bagages, les valets sur le toit de la voiture manipulant avec fracas les lourdes malles. Personne ne la remarque. Visiblement, pense-t-elle, on me prend pour la domestique, tout au mieux pour la femme de chambre de ces dames, car dans une totale indifférence à son égard, les domestiques passent près d'elle avec les bagages, l'ignorant comme si elle était une des leurs. À la fin, elle n'y tient plus. Rassemblant ses forces, elle pénètre dans l'hôtel et se dirige vers le portier. Mais un portier en pleine saison, qui oserait l'interpeller, lui, le capitaine de ce gigantesque paquebot de luxe, lui qui se dresse à la réception et maintient, puissant, inébranlable, le cours de sa volonté dans la tempête des questions. Une douzaine de clients l'assiègent, autorité suprême qui, de la main droite, remplit des fiches, expédie d'un coup d'œil ou d'un geste les grooms, et en même temps distribue les renseignements à droite et à gauche, avec l'écouteur, à l'oreille. Une machine humaine universelle aux nerfs continuellement tendus. Si devant toute sa puissance, des personnes bien accréditées doivent attendre, que dire d'une nouvelle arrivante, timide, inexpérimentée? Ce maître du tumulte paraît tellement inaccessible à Christine qu'elle recule craintive dans un recoin pour attendre respectueusement que le tourbillon se désagrège et se disperse. Cependant, peu à peu, la pénible valise se fait de plus en plus lourde à sa main. En vain cherche-t-elle un banc pour la déposer, mais comme elle regarde autour d'elle pour en trouver un, elle croit remarquer, probablement fruit de son imagination ou de sa nervosité, que des fauteuils club du hall, déjà quelques personnes l'observent avec ironie, chuchotent et rient. Encore un instant, et elle laissera tomber ce bagage odieux dans ses doigts, tant ses doigts se relâchent. Juste à ce moment critique, une dame très élégante d'un blond artificiel et d'une jeunesse tout aussi artificielle se dirige vers elle d'un pas décidé, l'examine fixement, de profil, avant de risquer un « C'est toi, Christine ?» Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais on se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Mais pour l'heure, eh bien, je vous laisse et je vous propose de nous retrouver très très vite pour la suite de ce roman de Stefan Zweig sur C8. À très vite. Bonne soirée.